Aujourd'hui, c'est un réel plaisir d'accueillir Laurent Gounel. Nous avons échangé sur le thème de la prise de décision. On décide de moins en moins pour plein de raisons. Je pense qu'à un niveau individuel, on a tendance à s'en remettre à toutes ces applis qui nous aident à décider, justement. Parallèlement à ça, je me suis rendu compte que la société décidait pour nous de plus en plus. Ce sujet est au cœur de son dernier roman, une thématique à la fois passionnante et contre-intuitive. Les psychologues ont montré que finalement, quand on a trop de choix qui s'offrent à nous, on est plus malheureux que si on a un petit choix, quoi. Notre échange te guidera non seulement vers de meilleures décisions, mais t'aidera également à prendre du recul sur ta manière de naviguer dans la vie. La vie, c'est pas j'ai un objectif et je veux y aller et je vais prendre le meilleur chemin le plus court pour y arriver sans embûche. C'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est aussi se planter, c'est se tromper et c'est échouer. Laurent Gounel partage son expérience sur l'écoute personnelle. Je pense que, comme tout le monde, j'ai toujours eu de l'intuition, mais je l'écoutais pas toujours parce que je me voulais rationnel, justement. Et quand j'ai découvert, il y a à peu près 7-8 ans, que l'intuition existait, et que c'était pas une vue de l'esprit, quoi, du coup, j'ai appris à l'écouter, quoi. Dans cet épisode, nous explorons également la manière de différencier l'intuition de la peur et aussi comment avoir confiance en soi. On a une valeur intrinsèque. Chacun a une valeur intrinsèque qui est indépendante de ce qu'on fait. Et je pense que c'est lorsqu'on est intimement convaincu de notre valeur qu'on s'agite moins, on éprouve moins le besoin d'agir, de produire, d'être reconnu. Cet échange riche te guidera vers des décisions intuitives, t'apportant sérénité et te connectant à ton destin. N'hésite pas à laisser bien sûr 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est grâce à ton soutien que j'ai le plaisir d'accueillir de magnifiques invités. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Laurent. Salut Nicolas. Comment te sens-tu ce matin ? Mais très très bien, ma foi. Très très bien. Je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Comme je disais sur Instagram, pour moi c'est un peu symbolique parce que je pars dans 2 jours en Colombie et tes livres m'ont souvent accompagné lors de mes voyages. Et en fait, finalement, faire ton interview 2 jours avant de partir en voyage et d'avoir pu lire ton dernier livre, Un monde presque parfait, pour moi, c'est... Ouais, il y a quelque chose de très touchant de mon côté. En tout cas, pour faire cette interview. On va parler justement, je le montre pour ceux qui sont sur YouTube, Un monde presque parfait, qui est un livre que j'ai dévoré ces 3 derniers jours, que j'ai adoré. Parce que je pense que c'est un livre qui parle de décision. Oui. Clairement, c'est le thème principal. Oui. Mais pas que. Il y a ces sous-chapitres. L'intuition, la liberté, l'intelligence artificielle. Ça pourrait être un sujet de philosophie au bac. Franchement. Avant de rentrer justement dans ce livre-là, toi, tu vois, je t'invite à une soirée, à ma soirée d'anniversaire. Tu connais personne. Les gens te voient, bonjour, c'est Laurent. Et quand les gens te demandent, tu es qui, tu fais quoi, qu'est-ce que tu réponds à des gens qui te connaissent pas ? Je rigole parce qu'en fait, j'ai toujours, aussi loin que remonte ma mémoire, été très embarrassé quand on me demandait de me présenter. Okay. Parce que, en fait, je sais pas quoi dire de moi. Quand on se présente, on dit quoi ? C'est une soirée d'anniversaire, par exemple. Les gens, souvent, ils se présentent en donnant leur métier. Donc, je pourrais dire, voilà, je m'appelle Laurent, je suis écrivain. Et en même temps, c'est assez réducteur, parce que écrivain, c'est juste ce que je fais, et encore sur une partie de mon temps, quoi. C'est ma profession, une profession que j'exerce, que j'aime, certes, qui m'anime, mais je ne me limite pas à mon métier, quoi. Je me limite pas à ça. Et en même temps, quoi dire de soi ? Je vais pas faire la liste de mes qualités, de mes goûts, de mon parcours. Donc en fait, je trouve ça assez difficile de se présenter, de dire qui on est, sachant qu'en plus que même si j'avais un temps infini pour me présenter à une soirée, ça présuppose que je sache qui je suis, quoi. Mais c'est pas évident, je suis pas sûr de savoir me définir, quoi. Qu'est-ce que je suis, quoi. Je peux pas me définir par mon corps il évolue tout le temps. Tu vois, là, ça fait quoi, 1 minute qu'on parle, en 1 minute, je crois qu'on perd à peu près 13 millions de cellules de notre corps qui ont été renouvelées. Donc je suis plus le même maintenant que quand j'ai pris la parole il y a 1 minute. Tu vois, le corps change en permanence, donc on peut pas se définir par le corps. On peut se définir peut-être par notre âme, mais qu'est-ce que c'est notre âme ? Notre ami Stéphane Alix nous dirait que l'âme n'est pas un sous-produit du cerveau, et je pense qu'il a raison, j'ai la même vision. Voilà, comment se définir, c'est délicat. C'est effectivement souvent une question qui soulève beaucoup de questionnements. Tu vois, là je pars en voyage, et je sais qu'en voyage c'est pareil, quand on te demande d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est des questions, il y a tellement de choses à dire, en plus quand on est au-delà des cultures... etc. C'est amusant que tu dises ça, parce que quand je rencontre quelqu'un, moi, ce que j'ai très vite envie de savoir concernant cette personne, c'est d'où elle vient, de quel lieu, en fait.
Et c'est marrant, peut-être qu'il y a au fond de moi cette notion d'enracinement ou d'attachement à un lieu, même si j'ai été déraciné, enfin je me suis déraciné parce que j'ai quitté le lieu de ma naissance pour partir un peu plus loin, pas très loin, j'ai quitté Paris pour aller vivre en Bretagne. Tu vis en Bretagne? Oui, je vis en Bretagne maintenant. Tu vis où en Bretagne? Dans le Morbihan. Ok, ouais, je suis breton Morlaix. Ah oui, Finistère Nord. Ah, excellent. Oh bah, c'est une très belle région. Oui, hein oui, c'est clair. Ok, tu t'y plais? Oui, énormément. Ouais. Énormément, une grande proximité de la nature. J'aime beaucoup les gens aussi, c'est ce qui m'attire en premier dans cette région. Ouais. Et les paysages, l'art de vivre, même le climat, faut pas trop le dire, mais le climat est agréable. En tout cas dans le Morbihan. Et je pense, tu vois, qu'avec le réchauffement climatique, ouais. La Bretagne peut devenir vraiment une région où il fait bon. Oui. Il fait pas beau tous les jours, mais mine de rien, je trouve que tous les ans, en ayant connu la Bretagne quelques années, depuis ma naissance, le climat évolue positivement. C'est clair. Oui, je disais, il ne faut pas trop le dire, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui débarquent. Oui. Moi, j'y suis depuis 7 ou 8 ans. Quoi. Et en fait, en 7 ou 8 ans seulement, on a vu la population s'accroître, se développer. C'est assez impressionnant. En tout cas, pour partir en Bretagne, il t'a fallu décider à un moment donné. Exactement. Moi, décider, c'est... En fait, quand j'ai découvert ton livre et que j'ai vu le thème, je me suis dit, mais waouh, je suis déjà fan, puisque décider est un mot très important pour moi, parce que j'ai pris conscience rapidement qu'on est le résultat de nos choix passés, quelque part. Et que donc, décider, c'est souvent une phrase que je dis, puisque les décisions que j'ai prises dans le passé, ça font qui je suis aujourd'hui. Mais oui, complètement, tout à fait. Et comment t'es venue cette idée d'écrire sur le fait de décider? Eh bien, c'est la prise de conscience qu'on décidait de moins en moins à notre époque. On décide de moins en moins pour plein de raisons. Je pense à un niveau individuel, on a tendance à s'en remettre à toutes ces applis qui nous aident à décider, justement, mais qui parfois décident à notre place. Pour des choses aussi dérisoires qu'aller quelque part, on décide plus de notre itinéraire, quoi. C'est le GPS ou l'appli Waze ou je ne sais quoi qui va décider à notre place, finalement. Pour choisir un resto ou un lieu de vacances, un hôtel, en fait, ça va être TripAdvisor. Donc finalement, on va tendre à s'en remettre, soit à la vie des autres qui sont véhiculés par ces applis, soit même à ces applis elles-mêmes. Même pour écouter de la musique. Maintenant, les gens ne décident plus qu'est-ce qu'ils vont mettre comme musique. Souvent, c'est Deezer ou Spotify qui va leur proposer des choses, quoi. Donc, c'est très anodin, mais on le voit aussi sur les grandes décisions. Les grandes décisions de la vie, c'est se marier, c'est avoir un enfant. On voit que le nombre de mariages est en chute libre. Hein. Je crois qu'on est à moins 20% depuis l'an 2000. Le taux de natalité ne cesse de baisser. Donc, les grandes décisions de la vie aussi, on les prend de moins en moins, quoi. Donc ça m'a interpellé. Et puis, surtout, parallèlement à ça, je me suis rendu compte que la société décidait pour nous de plus en plus. Quand je dis la société, c'est aussi bien les pouvoirs publics, les gouvernements, que l'Europe, où finalement on va de plus en plus normer nos comportements, même dans les entreprises. Il y a des tas de normes ISO 9001, 9002, je ne sais quoi, qui vont nous dire comment faire notre travail finalement. Donc il faut dire aux gens, voilà, quels doivent être leurs gestes professionnels. Ils ne peuvent plus décider de leurs gestes professionnels. On décide pour eux, on met des normes, quoi. J'ai appris récemment que même un agriculteur n'a pas le droit de décider à quel moment il va faire ses semis. Ça semble dingue, parce qu'il est quand même le mieux placé sur le terrain pour savoir à quel moment semer ses graines. Mais non, là, une directive européenne, il doit obéir. Il ne décide plus. Il ne décide même plus la hauteur de son tas de fumier, quoi. C'est un tas de fumier, ça a été normé, c'est 2,50 m, quoi. Donc dans plein de domaines comme ça, on décide à notre place. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis dit... En fait, c'est pas anodin, quoi. Alors, il y a peut-être des bonnes intentions derrière tout ça, hein. Notamment par rapport à toutes ces normes qu'on met. Je pense que la bonne intention, c'est de faire en sorte qu'on travaille bien, qu'on fasse bien les choses. Donc, il y a de bonnes intentions, mais on le sait, hein, le proverbe nous le dit, le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, quoi. Et là, je pense qu'on est vraiment sur le chemin de l'enfer si on continue comme ça. Donc, j'ai voulu, en fait, par ce livre, inviter le lecteur à une prise de conscience sur ce que tu viens de dire juste avant, à savoir l'importance de la décision dans la vie, quoi. Parce que décider, c'est à la fois exercer sa liberté, et c'est pas anodin, exercer sa liberté, je décide, c'est-à-dire je choisis de ma vie. Décider, c'est aussi intimement lié à la notion d'évolution. Tu disais toi-même que tu es le fruit des choix passés dans ton parcours. Donc en effet, chacune de nos décisions
que ce soit une petite décision au quotidien et à fortiori pour les grandes décisions, notamment les décisions professionnelles, de couple, etc., nous engagent en fait sur un chemin et donc vont nous conduire dans un chemin qui va être parsemé d'épreuves parfois, d'embûches. On va se planter parfois, on va être confronté à l'échec. Et tout ça va enrichir qui nous sommes finalement. Donc voilà, quand je prends une décision, j'exprime qui je suis. Il ne faut pas se couper de ça en fait. Tu as le sentiment justement que la société est peut-être de plus en plus aseptisée? Alors oui, la société est complètement aseptisée. La société aussi cherche à nous surprotéger, à faire en sorte qu'on évite l'échec. On le voit dès le plus jeune âge. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, elle est en terminale. C'est Parcoursup qui va finalement un peu décider de son orientation. Elle ne fait que émettre des vœux. Quoi. Donc, il y a un logiciel. Bon, il y a aussi les gens derrière dans les différentes écoles et universités. Quoi, mais on demande aux jeunes maintenant de s'engager dans la vie. On fait tout pour qu'ils ne puissent pas se planter. Alors c'est vrai que ça peut être problématique qu'un jeune s'engage dans une voie et puis après réalise que c'est pas la sienne. Mais et si c'était nécessaire? Et si c'était nécessaire? Moi, je pense qu'il faut arrêter de chercher la perfection et le chemin parfait. Je pense que la vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est pas j'ai un objectif et je veux y aller et je vais prendre le meilleur chemin, le plus court pour y arriver, sans embûche. C'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est aussi se planter, c'est se tromper et c'est échouer. Et d'ailleurs, derrière l'absence de prise de décision, il y a aussi la peur de l'échec. Il y a la peur de prendre la mauvaise décision. C'est vrai dans tous les domaines. Pour la petite décision, je veux pas choisir le mauvais resto, quoi. Mais je veux pas non plus choisir le mauvais conjoint pour faire ma vie ou un bout de chemin, quoi. Et en même temps, et si l'échec était salutaire? Et si on avait besoin de l'échec? Et si l'échec était une occasion de nous réinventer? Moi, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine, parce que j'ai quand même cumulé les échecs dans ma vie, alors plutôt quand j'étais jeune. Moi, après des études économiques, financières, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de voie, quoi. Donc j'avais fait 5 ans d'études après le bac dans un domaine, avant de réaliser que non, je ne pourrais jamais m'épanouir en tant que financier, que ce n'était pas mon truc. Donc j'ai vécu des échecs, j'ai fini par me faire virer parce que j'aimais pas ce que je faisais, donc j'avais de mauvais résultats, je me suis retrouvé au chômage, j'ai essayé de monter une boîte, je l'ai plantée, enfin j'ai cumulé les échecs quand j'avais entre 25 et 30 ans. Tu as cumulé les échecs, mais tu as aussi beaucoup osé du coup. Oui, mais pas par courage, hein, honnêtement, c'est la vie qui m'a poussé à ça, ce sont les échecs qui m'ont poussé à ça. C'est-à-dire en fait, la chance que j'ai eue, c'est de me planter justement. La pire chose qui aurait pu m'arriver à l'époque, c'était de me contenter de ma situation, de me dire « Ok, je suis pas super épanoui comme financier, mais bon, j'ai un gros salaire, hein, c'était le cas. Voilà, j'ai des avantages. Finalement, je vais faire un petit effort, puis je vais me maintenir comme ça. Et 35 ans après, je pourrais y être toujours, quoi, sans m'épanouir. Quoi. Et finalement, c'est l'échec qui m'a poussé à être audacieux. Quoi. C'est l'échec qui m'a obligé à me réinventer parce que je savais que je voulais plus faire ça, quoi. J'étais trop malheureux et puis j'étais pas bon parce que moi j'ai jamais réussi à me forcer à faire les choses que j'aime pas faire, quoi. Donc j'étais pas bon, donc c'est pour ça que je me suis fait virer, quoi. Mais c'était extraordinaire en fait, je l'ai pas aimé dans l'instant, hein. J'ai détesté me faire licencier, j'ai trouvé ça humiliant, je l'ai même caché au début mes amis, ma famille, mais en même temps c'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie, quoi. Oui. Puis on voit où t'en es aujourd'hui. Effectivement, il y a eu un changement de parcours qui, c'est ne pas choisir et rester malheureux, ou c'est un échec et ensuite faire des choix qui mènent à un moment donné à trouver son alignement, sa voie, enfin qui évolue, parce que tu l'as bien dit au début, notre corps évolue, notre façon d'être évolue, donc de toute façon rien n'est figé dans le temps. Tout à fait. C'est le philosophe Charles Pépin qui dit ce n'est pas parce que dans la vie on a raté quelque chose qu'on est un raté. Il dit aussi l'échec c'est pas une porte qui se ferme, quoi. C'est une fenêtre qui s'ouvre. Et c'est très bien dit, c'est exactement ça en fait. L'échec nous oblige finalement à nous poser des questions, et parfois même des questions existentielles qu'on ne se serait peut-être pas posées sinon, quoi. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens font une crise à 40 ou 50 ans, quoi? Ce que les Américains appellent la middle age crisis, quoi. Pourquoi? Mais parce que les gens ne se posent pas de questions, souvent, je généralise, hein, jusqu'à arriver à 40-50 ans où en effet on se dit tiens finalement là je suis sur le 2e versant de ma vie, est-ce que c'est vraiment la vie que je voulais, quoi? Et à ce moment-là beaucoup de gens réalisent que non, finalement non, quoi. Donc ils ne s'étaient pas posé de questions avant parce qu'ils étaient dans un certain confort de l'existence.
Et puis au bout d'un moment, ça nous rattrape. On ne peut pas faire l'économie des questions existentielles. Et est-ce qu'à contrario, trop se poser de questions n'est pas aussi négatif ? Oui, sans doute. À un moment donné, oui, c'est aussi pour ça qu'il faut décider. Hein. Décider, ça vient du latin couper, trancher. Quoi. À un moment donné, il faut trancher. Quoi. Et assumer le fait que, en tranchant, j'exerce ma liberté. Et à moi ensuite d'assumer ma liberté. Et de me dire, peut-être que c'est une mauvaise décision. Et je ferai avec. Quoi. Et je ferai avec. Quoi. Parce que ça va m'enrichir. Quoi. Il ne faut pas chercher à prendre la bonne décision parfaite, parce qu'en effet, on peut tergiverser pendant des années, on peut hésiter pendant des années, se poser trop de questions. C'est à un moment donné aussi, il faut y aller. Il faut y aller, se jeter à l'eau. Et si on se plante, se dire, c'est pas agréable, et c'est peut-être salutaire, parce que c'est une occasion pour moi de mieux me connaître. Ça a été là pour choisir le pays où aller. J'ai longuement hésité pendant des semaines à me dire, est-ce que ce serait pas mieux l'Argentine ? Est-ce que ce serait pas mieux le Brésil ? Est-ce que ce serait pas mieux Bali ? Est-ce que ce serait pas mieux, etc., etc. Comme si trop de choix faisaient que je n'arrivais pas à décider. Oui. Et c'était fou comment je suis resté bloqué dans une forme d'immobilisme parce que je n'arrivais pas à choisir. Alors que je suis justement partisan du fait que je sais que décider m'amènera à aller plus loin. Et pourtant, des fois, il y a comme un voile, un doute qui débarque et qui t'empêche de décider. Pourquoi les gens, selon toi, justement, des fois, ont du mal à prendre une décision ? C'est aussi un symptôme de l'époque. C'est-à-dire aujourd'hui, on a beaucoup plus de choix qu'avant. Aujourd'hui, dans tous les domaines. Tu prends, je sais pas, regarde les chocolats. Quand on était jeune, tu avais 3-4 marques de chocolat. C'était tout. Aujourd'hui, waouh, t'as tout le choix que tu veux. Il y avait 3 chaînes de télévision quand j'étais gamin. Il y en a combien aujourd'hui ? Voilà, 50, 100, mais c'est quasiment illimité. Oui, comme Netflix aussi. Voilà. On peut regarder ce qu'on veut quand on veut. YouTube. Okay. Oui, voilà. Alors, c'est à la fois bien et pas bien. C'est comme tout dans la vie d'ailleurs. Il n'y a pas que du positif ou que du négatif. C'est-à-dire, en positif, évidemment, on apprécie de pouvoir choisir, justement, d'avoir une palette assez large qui s'offre à nous. Et en même temps, comme dirait l'autre, les psychologues ont montré que finalement, quand on a trop de choix qui s'offrent à nous, on est plus malheureux que si on a un petit choix, un petit nombre d'options. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas s'empêcher de penser que j'ai choisi la Colombie, ouais, mais ça se trouve, c'était mieux le Brésil, ou l'Argentine, ou Bali, comme tu le disais. Et donc, finalement, et ça a été montré, il y a une expérience marrante faite avec une boîte de chocolat, là, je parlais de chocolat tout à l'heure, et en fait, des psychologues ont montré que si on offre un chocolat à quelqu'un, il va le prendre, il va le déguster, il va savourer, il va être heureux. Si on lui présente une grande boîte avec plein de chocolats différents, et il doit en choisir un, il va le prendre, il va le savourer en se disant, est-ce que j'ai pris le bon ? Est-ce que j'aurais pas mieux fait prendre l'autre ou l'autre ? Et finalement, il sera beaucoup moins satisfait, beaucoup moins heureux de son chocolat que si le choix avait été beaucoup plus restreint. C'est intéressant quand même. Et en plus, aujourd'hui, on est avec justement tout ce qui nous entoure, les choix sont nous sont amenés insidieusement, puisque quelque part, j'ai eu à force de regarder sur Google, etc., j'ai eu des publicités. Et donc, à quel point le choix, il est décidé par moi, ou il est influencé par les publicités qui ont vu ce que je regardais, et c'est ce que tu dénonces beaucoup dans ton livre. En tout cas, je trouve même pas que tu dénonces, parce que dans ce livre, j'aimerais bien que d'ailleurs tu nous dises un peu tu le feras mieux que moi, que tu fasses un peu le pitch du livre, mais je me suis, malheureusement ou pas, un peu reconnu en David. Quelque part, ce qui m'a un peu inquiété, mais justement pour que les gens voient un peu les deux personnages, David et Ève, qui sont les deux personnages principaux, comment tu résumerais ce livre ? D'accord, je te rassure, comme disait Paul Václavic, c'est désespéré mais c'est pas grave. Alors, comment résumer un peu le pitch du livre ? Alors, on pourrait dire un roman d'anticipation. C'est pas de la science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, mais on va dire que c'est une histoire qui se passe dans un futur proche. En fait, c'est notre société dans quelques années à peine. D'accord, dans 4-5 ans peut-être, c'est difficile de chiffrer. D'accord, donc une société très développée, hyper connectée, avec tous les aspects positifs que ça offre. Donc une vie ultra confortable. D'accord, une vie ultra confortable, état d'automatisme, je ne rentre pas dans les détails, peu importe, qui aide la vie et qui facilite la vie au quotidien, même de quoi se libérer de nos émotions négatives avec un implant qui va aider une décharge de sérotonine pour qu'on se sente bien dès qu'on a un petit souci. Donc vraiment une vie facile, agréable, confortable, hyper connectée.
Et puis une partie de la population qui a dit stop, qui s'est dit non, nous ça ne nous va pas, on veut pas, on est trop éloigné de qui on est, de notre nature profonde, de la nature, donc nous on se casse. Et donc sur les gens qui ont pris d'assaut une île qui était déserte, qui appartenait au pays, qui vivent sur place et qui ont fait sécession. Ouais. Donc ils ont leur autonomie et eux disent de la technologie on va garder ce qui est vraiment indispensable. Ils veulent pas vivre comme autrefois, hein, mais ils veulent garder de la technologie ce qui est vraiment indispensable et puis vivre plus proche de la nature et aligné avec qui ils sont véritablement. D'accord. Et puis là-dessus, on a deux personnages principaux. Donc il y a David qui est en effet de la société qu'on appelle la société des réguliers, donc la société hyper développée, quoi, qui doit se rendre en territoire exilé. On les appelle les exilés, donc ceux qui ont fait sécession. Pourquoi ? Pour apporter l'avis de décès d'un sociologue qui vient de mourir, qui travaillait, qui a passé sa vie en territoire régulier, quoi. Et il se trouve qu'il menait des recherches. Et on ne trouve pas son rapport de recherche, et donc il va y avoir succession, et son unique héritière est cette jeune femme qui s'appelle Ève, qui est une exilée, quoi. Sauf que les pouvoirs publics veulent à tout prix mettre la main sur ce rapport de recherche parce que ils savent qu'il contient des choses un peu touchy, quoi, sensibles, qui pourraient mettre en péril tout l'équilibre de la société, quoi. Et donc il missionne David pour qu'il réussisse à convaincre cette jeune femme de venir vivre en territoire régulier. Parce que si elle vit là, l'héritage aura lieu, la succession aura lieu en territoire régulier et les pouvoirs publics pourront mettre la main sur le fameux rapport. C'est ça que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'il y a une vraie histoire. En fait, ce que j'aime, c'est cette idée que tu fais passer dans tes romans des messages qui sont percutants, mais qui sont autrement dits que dans des livres de développement personnel un peu tout fait. Et là, finalement, ce qui m'a touché, c'est de moi de me reconnaître dans les personnages. D'accord. De voir où était ma part de David dans un monde ultra connecté, et en même temps de me dire je me reconnais un peu dans Ève aussi, le fait de m'écouter beaucoup plus. Mais comment s'écouter quand justement on est ultra connecté à tout, et je ne choisis pas un resto sans regarder les avis. Si l'avis est mauvais, je ne vais pas. Il y a énormément de choses en fait où je me rends compte que dans ma vie est déterminée par ce que je vais checker sans m'écouter, mais survalidé avec ce qui m'entoure. Oui. Et c'est ce que vit David, et c'est un peu le clash forcément entre David et Ève, qui ont deux façons de penser différentes. Et à certains moments, même quand David parle du fait d'être surconnecté, on peut se dire et pourquoi pas finalement, parce que tout à fait. Vu que la vie est plus agréable, pourquoi on quitterait ça ? Tout à fait. Et ce qui est top, c'est que tu montres les limites. Oui, sachant qu'il y a des limites dans les deux modèles de société. Hein. Il y en a pas une qui est parfaite. Ce serait trop facile, j'ai envie de dire. Et on le sait bien d'ailleurs, quoi. Et tout l'enjeu est là. D'ailleurs, pour nous, c'est de savoir conserver ce qu'il y a de meilleur dans le progrès technologique. Je dis bien technologique parce que pour moi, le progrès ne se limite surtout pas au progrès technologique. Ça va bien au-delà, quoi. Et il doit être avant tout humain, quoi. Donc, mais on peut garder le meilleur du progrès technologique sans se faire prendre par ça. Ça me fait penser à mon grand-père maternel qui répétait régulièrement un dicton à propos de l'argent. Il disait l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître, ce qui est très juste d'ailleurs. On peut le dire aussi, on peut dire la même chose de la technologie, quoi. Le progrès technologique est un bon serviteur et un mauvais maître. C'est un bon serviteur quand, en effet, ça nous aide. On est tous contents de connaître l'état du trafic, par exemple, avant de prendre sa voiture pour se déplacer, quoi. C'est une vraie aide, et je vois pas pourquoi on s'en passerait, quoi. Ou de connaître la météo, c'est assez utile, quoi. Par contre, c'est un mauvais maître si ça accapare notre attention, si ça nous rend dépendants, non pas à l'écran, mais à la dopamine que cet écran suscite en moi, parce que toutes ces applis, tous ces sites web, en fait, ont besoin, pour leur modèle économique, qu'on soit accro. Et donc, ils savent, ils font même appel à des psychologues pour jouer sur ce qui se passe en nous et pour faire en sorte qu'on reste scotché à l'écran. Et à ce moment-là, on peut passer à côté de notre vie, quoi. On peut passer à côté de notre vie parce que déjà, ça nous prend du temps, mais surtout, ça accapare notre attention et d'une certaine manière, ça nous coupe de nous-mêmes. C'est-à-dire si on a en permanence l'esprit accaparé par l'extérieur, que ce soit un écran ou autre chose, et qu'on ne s'accorde pas des moments pour être en contact avec soi-même, avec nos ressentis intérieurs, avec notre corps, à ce moment-là, on se coupe de soi et on se coupe de toute une dimension de l'être humain. Et ça, c'est dommage. J'ai évolué pas mal dans le monde entrepreneurial ces derniers temps, et beaucoup de jeunes entrepreneurs font des vidéos sur les détox de dopamine.
Il y a toute une vague de vidéos sur en quoi justement couper son téléphone ou l'ordinateur X temps permet d'aller mieux. Et je trouve intéressant que ce soit des entrepreneurs qui sont là pour faire du business, qui vont parler d'argent, etc. Et qui pourtant ont conscience quelque part que leur outil de travail, à savoir l'ordinateur et le téléphone, est aussi une source de négativité en eux et qui a cette... Ouais, c'est une vague. Hein. Ouais, tu tapes détox dopamine sur YouTube, là, tu as tous les entrepreneurs qui expliquent ça. Hein. Tant mieux, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle, on est tous concernés. Moi, je pense particulièrement aux jeunes, en fait, aux enfants, aux adolescents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à un âge où encore plus qu'une fois vraiment adultes, ils ont besoin de pouvoir se concentrer sur des choses, sur leurs études en l'occurrence, sur les études, voire sur un bouquin, enfin sur un certain nombre de choses, sur un sport. Et en fait, les écrans nous privent de ça. Pourquoi ? Parce que, on peut dire quelques mots sur le circuit de la dopamine dans le cerveau. Oui, enfin, même si je ne suis pas biologiste, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Donc la dopamine, c'est un neurotransmetteur qu'on appelle souvent vulgairement l'hormone du plaisir. En fait, c'est sécrété par le cerveau dans certaines circonstances. Par exemple, quand on a réussi une action, on va avoir une décharge de dopamine. Quand on mange quelque chose de bon, on va avoir une décharge de dopamine. Et en fait, la fonction, parce que le corps est merveilleux, hein, tout a une fonction, tout sert à quelque chose. La fonction de la décharge de dopamine, c'est de nous encourager à reproduire la chose en question. Donc si on a bien travaillé, par exemple on est un jeune, on a réussi un exercice de maths, de français, de ce que vous voulez, ou qu'on est adulte et qu'on a réussi un projet, ou même une micro-action professionnelle, la décharge de dopamine nous encourage à reproduire ça. Donc à continuer, c'est super. Ouais. Pourquoi la nourriture ? Parce que en fait, il est essentiel évidemment pour nous, pour notre survie, de manger. C'est l'air idiot, mais il faut qu'on ait du plaisir à manger, sinon on pourrait ne pas le faire. D'accord ? Donc ça sert à ça, la dopamine. Donc c'est très bien en soi. Sauf que les écrans nous fournissent de la dopamine quasiment à la minute. C'est-à-dire, en fait, on ressent des micro-satisfactions liées à n'importe quoi, que ce soit des news publiées sur un site de news, ou des petites flammes, ou des pouces, ou je ne sais quoi, des cœurs sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, en fait. Et en fait, c'est tellement satisfaisant la dopamine, et c'est fait pour nous faire reproduire un comportement, ça nous pousse du coup à rester sur le réseau social qui va nous fournir la petite flamme, le petit pouce, le petit cœur, ou je ne sais quoi, parce qu'à chaque fois on ressent des charges de dopamine. Et donc c'est tellement plus facile d'obtenir cette dopamine avec un écran et une appli quelle qu'elle soit que dans la vraie vie entre guillemets, que du coup on peut se détourner de la vraie vie. Donc on peut se détourner des projets qui nous tiennent à cœur dans la vie, un jeune peut se détourner de ses études, il peut se détourner d'un bon bouquin ou d'un sport qu'il aime ou de n'importe quelle autre activité, parce que c'est tellement plus facile d'avoir notre décharge de dopamine avec un écran qu'avec toutes ces activités. Et le problème, c'est que la vraie vie, elle est plutôt justement dans tout ce qu'on va entreprendre, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, dans nos loisirs, dans nos projets. C'est ça, en fait, notre vie va s'exprimer dans ces choix-là, dans ces décisions-là. Pas dans le fait de jouer avec un écran. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de mal à ça, mais on peut se faire bouffer et après, on passe à côté de notre vie. C'est Joël Dicker qui disait dans une interview qu'il met son téléphone dans la cuisine le soir. Et qu'il refuse d'avoir son téléphone dans sa chambre de la soirée au matin. Ah, il a bien raison. Et que, alors, pareil, là j'ai l'info qui est là, je l'ai entendu hier, je ne sais... non, c'est pas tout... Oh, là j'ai un doute. Que quand on n'a pas le... Non, c'était un autre podcast. Quand on n'a pas le téléphone dans la pièce, c'est beaucoup plus simple de s'en séparer. Et qu'en fait, ne l'avoir, ne serait-ce que posé en mode avion sur son bureau, on a l'attention qui est quand même prise sur son téléphone. Que la pire des choses, c'est les notifications qui nous déconnectent tout le temps, et que même avoir le téléphone à portée de main nous déconcentre, et que la meilleure solution, c'est que ce téléphone ne soit pas dans la pièce quand on veut faire autre chose. Tu gères comment, toi, ton quotidien face à, justement, à la dopamine, au téléphone, aux nouvelles technologies ? Alors, d'abord, j'ai un téléphone, j'ai des écrans, voilà, je vais sur Internet comme tout le monde. Bon, réseaux sociaux, non, j'ai juste une page Facebook et une page d'auteur que m'a créé mon éditeur. Maintenant, honnêtement, sur ma page Facebook, je vais mettre
en rythme de croisière, je vais mettre un post tous les 2-3 mois. Ok. Et donc, c'est juste quand j'ai une actualité où là, je vais annoncer en effet des conférences ou des choses comme ça, ou l'apparition d'un livre, comme en ce moment. Donc là, je vais être un peu plus actif. Mais sinon, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Non, moi, ma tendance, là où je pourrais me faire piéger, c'est plutôt sur les sites de news. D'accord, j'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde. Et une fois de plus, il n'y a pas de mal à ça, quoi. Mais il faut que ça reste un serviteur et pas un maître. Mais j'ai tout à fait conscience, en fait. C'est peut-être ça qui me caractérise, c'est que j'ai conscience du moment où je me laisse happer, quoi. Ouais. Voilà, j'en ai conscience, quoi. Et donc à ce moment-là, voilà, je le mets à l'écart, ou tout simplement je m'interdis de le consulter, parce qu'en fait c'est tentant, même dans certaines circonstances, genre je sais pas, une file d'attente par exemple, là, si je vais chercher un colis à la poste, il y a une file d'attente. Et bien en fait avant, mon réflexe c'était de sortir immédiatement mon portable et d'aller lire les news, quoi. Et maintenant je me dis ok, je peux en effet lire les news et je peux ranger le téléphone dans ma poche et puis regarder autour de moi, regarder les gens. Et en fait, parce que la vraie vie, elle est là, elle est dans l'instant présent, dans ce qui se passe à l'instant présent autour de moi, quoi. Comme là, nous, en ce moment, ce qui est important, c'est ce qui se passe dans ce qu'on se dit, ce qui se passe dans la pièce. Et finalement, savoir jouir de ça, c'est aussi super intéressant dans la vie, quoi. C'est un autre plaisir. Alors, c'est moins stimulant, ça donne pas de dopamine, hein, immédiatement, quoi. Mais la vie, elle est là, quoi. Ouais. Et puis quand on prend le temps justement, même dans une simple file d'attente, une fois de plus d'observer les gens, on se rend compte que on voit des choses intéressantes, on entend des choses intéressantes, on aperçoit des réactions, les interactions entre par exemple le préposé au poste et puis un client, enfin, et puis il y a des choses marrantes parfois, quoi. Et la vraie vie elle est là, quoi, une fois de plus, quoi. C'est exactement en tout cas le chemin que j'essaye de faire actuellement, de me déconnecter, parce que tu vois, ces derniers temps, j'ai tellement fait trop de choses, beaucoup trop. Je suis journaliste à France 2, j'ai ce podcast, je fais de l'immobilier, j'ai un Instagram excessivement actif, avec des publications quotidiennes, et j'en suis arrivé à un stade où j'en peux plus. Ouais. Là, je suis arrivé à un stade, tu rajoutes à ça une séparation, un déménagement, la perte de mon chat. Alors tout ça c'était l'année dernière, mais on va dire que je le traîne du coup, et une sorte de work addict qui a pris le dessus pour ne laisser aucune place au vide. Et pourtant il y a de la méditation pour accueillir la tristesse, mais c'est comme une activité, on va aller accueillir la tristesse aujourd'hui. Tu vois, c'est un truc un peu... Et c'est pour ça que je pars en Colombie, parce que là j'ai dit je ne peux plus. Et en fait, je me suis rendu compte que là, c'était plus possible. Je devais décider quelque chose. Je ne pouvais plus continuer à travailler autant, à plus ou moins gérer ma tristesse parce qu'on m'a dit dans les livres qu'il faut faire comme ça. Et donc là, j'ai acheté mon billet il y a 3 jours et je pars dans 2 jours. Et c'est cette idée de reconnecter au monde, aux gens. Sauf que j'ai besoin de casser mes routines et d'aller au bout du monde pour vraiment ne pas être tenté par... je parle pas espagnol, donc il y a vraiment le truc, allez, vas-y, va en Colombie et tu vas gérer, tu vas connecter au monde, connecter aux gens. Et j'ai rajouté par-dessus une retraite silencieuse. Et tu vas rester combien de temps en Colombie ? Officiellement 35, c'est pas dit que je rallonge. Okay. Et il y a 10 jours de méditation... méditation, silence, yoga au milieu de nulle part, avec juste le bruit des oiseaux. Et j'ai rajouté à ça 3 jours d'ayahuasca. Pareil, je me dis, quitte à être là-bas, essayons, je me sens appelé, j'ai envie d'expérimenter. Mais oui. Et c'est à la fois reconnecter, tu vois, au monde et à ce silence. Et à qu'est-ce qui est au fond de moi. T'as le sentiment qu'aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps de s'écouter. C'est difficile de dire les gens, parce qu'en fait, on est quand même tous différents, quoi. Mais d'une manière générale, la tendance, oui, mais ça, c'est assez occidental, d'ailleurs. C'est qu'on est, en Occident, on est beaucoup dans l'action. Beaucoup dans l'action, d'où d'ailleurs la présentation, quand on se présente en soirée, on dit ce qu'on fait, en fait. Ouais, faire et pas être, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc on est beaucoup dans l'action, et puis aussi, depuis quelques années, plus on avance dans le temps, et plus le temps s'accélère, quoi. Il faut aller de plus en plus vite, en fait. Il faut aller de plus en plus vite pour avoir des résultats, pour faire ce qu'on a à faire. Les entreprises souvent mettent des objectifs qu'il faut atteindre rapidement. Donc il y a une espèce d'accélération qui n'est pas super saine.
Moi, je suis content d'avoir réussi à m'extraire de ça. Alors, c'est aussi mon métier qui me le permet. Hein. J'ai pas d'objectif à atteindre. Aussi, au tout début, mes éditeurs essayaient de me convaincre que ce serait quand même bien pour moi de publier un livre par an, que ce serait beaucoup mieux. Je leur ai vite fait comprendre qu'il fallait pas jouer à ça avec moi, que ça avait pas de sens, qu'un livre était prêt quand il était prêt, que fallait pas me forcer, quoi. Moi, je mets 2 ans et demi pour écrire un livre, quoi. Parce que justement, tu prends ton temps. Oui, de vivre oui, vraiment, et de t'écouter, de laisser les idées venir. Ah bah oui. D'abord, c'est comme ça que je fonctionne. Puis aussi, je pense que ça n'aurait pas de sens. Enfin, je sais qu'il y a des auteurs américains notamment qui se donnent des objectifs aussi bien en termes de temps de présence au bureau, genre ils sont à 9h à leur bureau, ils en sortent à 13h, enfin, etc. Ou il y en a d'autres qui se donnent des objectifs en termes de nombre de mots écrits par jour. Je trouve ça délirant. Enfin bon, je respecte, c'est leur choix, hein, c'est leur décision. Non, moi je peux pas fonctionner comme ça, quoi. Moi je suis à l'écoute de moi-même et puis aussi pas que de moi-même, parce que ce serait très égotique de penser que tout vient de mon cerveau, hein, et je sais que c'est pas le cas. Donc moi, ça vient aussi d'ailleurs, je sais pas d'où d'ailleurs, mais l'inspiration vient d'ailleurs, je pense. Et puis, mais je suis à l'écoute de mon corps dans la mesure où il y a des jours où je sens que je suis complètement dedans, et là je vais pouvoir travailler des heures et des heures et des heures. Puis il y a d'autres fois. Je vais écrire 20 mots et puis je vais me dire non, je suis pas dedans et ça, je vais pas me forcer, ça n'aurait pas de sens. Donc à ce moment-là, je vais me promener dans la nature et puis parfois, assez souvent, les idées viennent dans la nature ou pas. Enfin, donc j'essaie d'être vraiment très, très en accord, très aligné avec ce que je ressens intérieurement en fait. J'ai un ami qui s'appelle Sofiane Adine et qui est coach en productivité. D'accord. Alors comme ça peut faire peur, mais en fait, lui, ce qu'il défend, c'est pas la productivité. Il utilise le mot productivité parce que les gens comprennent. Mais il est plus coach en efficience. Comment on peut mettre des actions alignées à qui on est pour avoir un maximum de résultats sans se surcharger dans nos journées. Et le but pour lui, c'est de passer de journée de 8 heures à 4 heures. Enfin, d'aider les gens à passer à 4 heures. Pourquoi ? Parce qu'ils mettent leur action principale sur qu'est-ce qu'ils doivent faire de manière productive pour avoir la meilleure efficience en 4 heures. Mais par contre, ça laisse un temps beaucoup plus libre dans la journée pour se connecter au rien ou à des activités ou peu importe finalement, mais qui laisse la créativité, les ressentis venir plutôt que justement se surcharger dans son quotidien. Et il m'expliquait que il y a beaucoup de personnel, enfin, alors j'ai plus les noms, je suis très mauvais pour retenir les noms, mais en tout cas des personnes qui ont fait de très grandes choses dans leur vie, qui sont pas du tout sur je travaille 24 heures sur 24, voilà, et qui au contraire travaillaient soit le matin, soit l'après-midi, et le reste du temps ils se laissaient, ils laissaient leur esprit divaguer finalement au ressenti. Je trouve que c'est on a un peu été éduqués dans cette société où il faut travailler 8 heures par jour. Oui, tout à fait. Comme si 8 heures était une règle imposée, c'est comme ça. Mais est-ce qu'on est réellement efficace 8 heures ? Oui, tout à fait. T'en penses quoi, toi Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'étais assez rapide pour faire mes devoirs. Et donc, je faisais mes devoirs, et puis après, hop, j'allais jouer dans la cour avec les copains, faire du patin à roulettes. On appelait pas ça le roller à l'époque. Et mon père me dit, mais c'est pas normal quand même, à ton âge, faut travailler beaucoup plus. Je me dis, ouais, mais j'ai fini mes devoirs, quoi. Et il me disait, mais c'est pas normal d'avoir fini ses devoirs aussi vite. Et en fait, donc, il m'a enseigné qu'il fallait passer du temps au bureau. Et en fait, c'est assez dingue, mais je me revois encore à mon petit bureau dans ma chambre en me disant, ouais, j'ai fini mes devoirs, mais il faut que ça dure, quoi. Et en fait, du coup, j'ai presque appris à devenir lent. Enfin, c'est aberrant, quoi. Parce qu'il fallait un temps de travail. Donc, on revient sur les 8 heures, même si c'est 7 heures maintenant légalement en France. Et en fait, c'est complètement con, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Et bon, heureusement, je me suis libéré de ça. Et je pense que en fait, le temps de travail n'a guère plus de sens que la quantité de travail à fournir. Aujourd'hui, je suis même pas dans allez, je vais faire ce que j'ai à faire en 4 heures pour avoir mes après-midi libres. Il y a des auteurs, par exemple, John Grisham, par exemple, je crois qu'il écrit tous les matins, et puis l'après-midi, il va faire du golf. Et à un moment donné, je m'étais interrogé, je me serais dit, peut-être qu'il faut que je sois un petit peu plus dur avec moi-même pour être à une heure précise, en effet, à mon bureau le matin, et puis pour l'après-midi, je pourrais faire des choses que je fais pas. Aller faire du golf. Oui, alors le golf, c'est pas trop mon truc, mais aller faire du bateau, ou du vélo, ou
du bateau, pourquoi pas, voilà. Et en fait, j'ai réalisé que, ouais, mais je fonctionne pas comme ça. Moi, je peux pas me donner des objectifs, quoi. Ni en termes de temps, ni en termes de quantité de travail. En fait, moi, quand j'écris un livre, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, je suis habité par le thème. C'est là que j'ai envie de partager des idées. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui fait que je prends la plume. Et puis 2, après, bon, ça, c'est un gros boulot pour moi. Il faut que je trouve une histoire qui porte ça. Hein, c'est le gros du travail. Trouver une histoire qui va permettre de partager ces messages. Et une fois que j'ai trouvé une histoire ou un embryon d'histoire, je suis dedans, en fait. Donc moi, je baigne dedans. J'ai une espèce de film mental, c'est comme un film, hein, vraiment un film intérieur, mais je vois les personnages, je vois les lieux, et puis je baigne dedans, donc en fait je vis dedans, mais j'allais dire du lever au coucher, c'est même pire que ça, parce que la nuit, parfois j'en rêve, et si je me lève la nuit, hop, je vais y repenser, donc je suis dedans un peu en permanence, donc ça n'aurait pas de sens de me dire, ah ben non, c'est seulement de 8h à 13h, ou de 8h à 17h, ou je ne sais quels horaires, ça n'aurait pas de sens, moi je suis dedans en permanence, mais ça ne veut pas dire non plus que je travaille tout le temps, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas parce que une fois de plus, j'ai pas d'impératif de production de je ne sais quoi. Non. Donc je suis dedans et je suis dans une posture d'accueil. Bon, c'est un peu lié à mon métier, c'est particulier, quoi. J'accueille les idées qui me viennent et je note tout. Je note tout et les idées me viennent souvent dans le désordre d'ailleurs. Et souvent elles n'ont pas de sens. Donc je vais avoir une idée de la fin avant le début. Une scène va émerger et elle a priori pas sa place dans l'histoire, mais j'accueille, je note. Donc j'ai les grandes feuilles de papier à dessin, mais vraiment qui occupent toute la surface de mon bureau, puis dans un coin ou un autre. Et puis un jour après, j'arrive à faire des liens entre ces idées qui me semblaient incongrues. Et parfois, c'est même assez troublant, mais une scène qui m'était venue, qui n'avait a priori pas sa place dans l'histoire, mais en fait, non seulement elle trouve sa place, mais peut-être 6 mois plus tard, hein, elle trouve sa place, mais au-delà de ça, elle s'avère être un pivot, une charnière dans l'histoire. Sans cette scène, l'histoire ne tiendrait pas la route, quoi. Ce qui me fait dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, que ça vient pas de mon cerveau, quoi. Je peux te donner un exemple si tu veux. Ben, je veux bien. J'écrivais l'un de mes romans qui s'intitule « Je te promets la liberté ». Ouais. C'est une histoire qui se passe sur un bateau. C'est un bateau qui est sur les quais de la Saône à Lyon, quoi. Mais toute l'histoire se passe sur un bateau, quoi. Et très vite, j'étais au tout début du processus créatif. Une idée me traverse l'esprit, c'est que l'héroïne est djiboutienne, voilà, originaire de Djibouti. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient, donc je note. Je note sur mes papiers à dessin, puis je continue de laisser venir les idées. Et des mois plus tard, quand je dis des mois, c'est peut-être 6-7 mois plus tard, je me dis, bon, allez, quel sens ça a qu'elle soit originaire de Djibouti, alors que toute l'histoire se passe en France, quand le bateau est amarré à Lyon, ça n'a pas de sens. Moi, j'aime bien que les choses aient un sens. Et là, j'ai l'idée d'aller chercher sur Internet l'origine étymologique de Djibouti, que je connais pas, quoi. Et là, j'apprends que Djibouti, ça vient de l'arabe ancien et que ça signifie « est-ce que le bateau est arrivé ?» Ça ne pouvait pas venir de mon cerveau, je parle pas arabe. Ça ne pouvait pas venir de mon cerveau, quoi. Donc voilà, on a accès, quand je dis on, c'est pas que moi, hein, c'est tout le monde a accès à des informations. On ne sait pas d'où elles viennent, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Hein. On a accès à des vérités, à des réalités, quoi. Et elles sont inconsidérées, elles sont intéressantes, quoi. Je ne sais pas si je devrais partager ça. J'espère qu'il ne va pas me taper sur le doigt. Mais ton attaché de presse, Mathieu Johan, on avait calé l'interview aujourd'hui à 11h à la base. Et en fait, quand j'ai réservé, donc là où on est pour faire l'interview, je lui ai envoyé un message parce que je ne le sentais pas. Ah. Je ne le sentais pas et en fait je savais que j'allais réserver, que je pouvais pas annuler puisqu'on était trop proche de la date et vraiment je lui ai envoyé un message en mode on est sûr hein, pour tel jour, telle heure et puis il me répond oui pas de souci et puis je dis je le sens pas, je dis je le sens vraiment pas et hier il m'appelle mais je sais tout de suite pourquoi il m'appelle, je sais exactement pourquoi il m'appelle. Je décroche, je dis oui, coucou. Il me dit ouais, on a un souci de planning, faudrait décaler l'interview. Je dis mais j'en étais sûr. Je l'avais senti et c'est fou comment je comprends pas d'où ça venait parce que bon en soi on cale une date, une heure, je book, basta et on n'en parle plus. Et là ça me chatouillait l'esprit. C'est de l'intuition. En fait le corps est un miroir de la réalité extérieure. D'ailleurs intuition ça vient du latin intuitio qui veut dire le miroir, hein. C'est le miroir de la réalité extérieure, c'est ça l'intuition. Et donc on ressent dans notre corps des choses qui ont trait à ce qui se passe à l'extérieur. Ça semble dingue, hein. Moi je suis quand même de culture scientifique, donc je suis plutôt cartésien à la base. Au début j'y croyais pas, mais c'est la vérité, puis c'est démontré scientifiquement, quoi. Donc on a accès à des informations.
Donc, bravo d'avoir écouté cette intuition, parce qu'en fait, tu avais raison. Ouais. 11h, tu le sentais pas, et tu savais en fait au fond de toi que ça n'aurait pas lieu à 11h. Ouais. Tu ne savais pas à ce moment-là, intellectuellement, qu'il allait y avoir un événement, donc l'appel de mon agent, en effet, qui allait te dire, on a un problème pour 11h. Ouais. Mais tu le savais quand même, tu avais accès à cette information. C'est un des thèmes de prédilection dans tes livres. Ouais. J'ai l'impression, quand même on t'écoute, que c'est clairement, ça fait partie de toi, que tu laisses l'espace à ça. Et c'est donc pas pour rien qu'il y a ce personnage d'Ève. Je pense que tu maîtrises bien la part d'Ève en toi, quelque part. J'allais dire, tu es une Ève en puissance. Enfin, comment tu considères, du coup, cette part intuitive chez toi? mais oui, complètement. C'est quelque chose que j'ai appris, pas forcément à développer, mais à écouter. Je pense que, comme tout le monde, j'ai toujours eu de l'intuition, mais je ne l'écoutais pas toujours parce que je me voulais rationnel, justement. Et quand j'ai découvert, il y a à peu près 7-8 ans, que l'intuition existait, donc ce n'était pas une vue de l'esprit, quoi. Du coup, j'ai appris à l'écouter, quoi. Donc à laisser l'intuition s'exprimer et à l'écouter. Tu vois, tu parlais de ce rendez-vous que tu ne sentais pas. Moi, je peux raconter une anecdote aussi. On est en 2019, en septembre 2019, mon éditeur m'appelle. J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelle Intuitio, justement sur l'intuition. Et mon éditeur m'appelle et me dit, est-ce que ton livre sera prêt pour le publier en octobre 2020 ? Et je lui dis, ouais, il sera prêt. Ouais. Et j'avais à peine formulé ma réponse que je sens, comme toi tout à l'heure, je sens qu'il ne faut pas. Et je me sens, dans mon ventre, il y avait une espèce de lourdeur très désagréable. Et donc je lui dis, il était encore au téléphone, je lui dis, écoute, le livre sera prêt, mais je ne le sens pas de le publier en octobre 2020. Ne me demande pas pourquoi, mais je ne le sens pas. Pour le coup, c'est un peu bizarre, mais je ne vais pas te forcer. Tu veux le publier quand, ce livre ? Donc je lui réponds, écoute, on va décaler de quelques mois, on va le mettre au printemps 2021. Il me dit, bon, d'accord. On choisit avril 2021. Donc là, on était en septembre 2019. 3 mois plus tard, le Covid apparaît sur Terre. Et 1 an plus tard, donc à la date initialement envisagée par lui pour publier le livre, octobre 2020, eh bien, c'était le 2e confinement. En France, toutes les librairies étaient fermées. Donc ça, je ne l'ai pas capté. Ouais. Mais j'ai senti qu'il ne fallait pas. Et donc maintenant, j'ai appris à écouter simplement mes intuitions, pas me poser de questions, mais si je ne le sens pas, pour n'importe quelle action, j'y vais pas. Comment on fait la différence entre une intuition et une peur ? C'est une super question, Nicolas. C'est une super question, parce que si on confond entre les deux, on va se pourrir l'existence, quoi. Je pense notamment à tous les gens qui veulent prendre un avion et qui ont peur de l'avion. Voilà, s'ils se disent, ah mais c'est peut-être une intuition, peut-être que l'avion va se crasher, et c'est une intuition que j'ai eue, donc je ne monte pas à bord, ils ne monteront plus jamais à bord d'un avion. Alors, comment en effet faire la distinction ? Il faut un peu d'expérience, mais avec un peu d'expérience, c'est facile. Pourquoi ? Parce que l'intuition naît dans le corps et elle remonte à l'esprit. D'accord ? C'est quelque chose qu'on ressent. Et après, ça remonte, ou pas, hein, mais ça remonte via le subconscient à notre conscience. Et donc, on a une idée, l'information vient à notre esprit. Ça, c'est de l'intuition. La peur suit le chemin inverse. Enfin, la peur, quand c'est une création de l'esprit, pas quand ça correspond à un danger véritable, mais quand c'est une création de l'esprit. Par exemple, j'ai une peur irrationnelle de l'avion. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça vient dans la tête, d'accord ? C'est dans le cerveau que ça se passe. Où j'imagine que l'avion va peut-être tomber, quoi. Et cette peur part du cerveau et va se propager dans le corps. D'accord ? On sait quand on a peur, on peut avoir des tremblements, des palpitations, la gorge sèche, etc. Donc ça se manifeste dans le corps après être né dans le cerveau. Donc ça suit le chemin inverse. Donc avec un peu d'habitude, on fait très facilement la distinction entre la peur et l'intuition. C'est comprendre le chemin, j'ai l'impression. Comprendre le chemin, voilà. Où est-ce que ça naît ? Ouais, où est-ce que ça naît, effectivement. Effectivement. L'exemple du rendez-vous d'aujourd'hui avec toi, c'était pas ma tête. Ça n'avait rien à voir avec ma tête. Effectivement, c'était un ressenti qui était là, parce que l'enjeu était moins grand que prendre l'avion, pour le coup. Il n'y avait pas de risque qu'on se crache. C'est vrai qu'effectivement, c'est un ressenti qui était là, qui est ensuite monté à mon esprit de « Ah bah non, ça le fait pas ». Alors que les peurs, tu vois, là, je viens de capter des fois comment, en fait, quand on est mental, ça peut être compliqué. Quand le mental prend le dessus, en fait. Oui, mais oui, et ça nous conduit souvent à des mauvaises décisions. Qui dans la vie, sur une décision à prendre, n'a pas eu une première idée qui lui traversait l'esprit, et puis il s'est dit ensuite, il faut être raisonnable, il faut être rationnel, je vais lister des critères, peut-être les hiérarchiser, les classer, les pondérer, tout ça, prendre une décision,
Et puis, si elle s'avère une mauvaise décision, elle se dit après coup, ah zut, c'est dommage, parce que l'idée qui m'avait traversé l'esprit, en fait, c'était la bonne. C'est arrivé à tout le monde, ça. La première idée, c'était une intuition. Dans le roman, dans Un monde presque parfait, Ève va enseigner à David la prise de décision intuitive. Elle va lui apprendre comment faire pour écouter son corps et savoir quelle décision prendre sans se prendre la tête en réfléchissant trop. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, on connaît tous les messages de fatigue ou de faim, mais en vérité, notre corps communique en permanence. Pourtant, si l'on n'est pas connecté à lui, parce qu'on est happé par nos pensées, on n'entend pas les messages. Oui, tout à fait. Elle a raison. Elle a raison. C'est tout l'intérêt du coup qu'a Ève à amener David à être à l'écoute de son corps. Mais oui, on parlait de dopamine tout à l'heure. La plupart du temps, quand on mange, on cherche quoi? On cherche la dopamine. En fait, on cherche le plaisir. Parfois, on va manger des choses que notre corps n'a pas envie de manger, en fait, mais juste pour avoir du plaisir. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je vais ouvrir le placard pour un morceau de chocolat, mais en fait, mon corps n'a pas envie de chocolat à ce moment-là. Parfois, ça peut arriver, mais assez souvent, il n'a pas envie de chocolat. J'ai juste envie d'avoir du plaisir. Mais mon corps, pourtant, sait ce dont il a besoin. Et donc, si on est suffisamment en contact avec notre corps avant de passer à table, on peut s'interroger et se dire finalement, au fond de moi, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui? Et si on écoute véritablement ses envies profondes, on saura en fait de quoi notre corps a besoin. J'ai discuté un jour avec une navigatrice bretonne, Anne Kéméré. Je crois que c'est elle qui a traversé l'Atlantique à la rame, si je ne dis pas de bêtises. Et elle me disait qu'en tout cas, quand elle était au milieu de l'océan, son corps savait exactement ce dont elle avait besoin. Elle dit, je sais exactement ce que je dois manger. Mon corps, parce qu'en fait, quand on est, j'imagine, je ne l'ai jamais fait, mais au milieu de l'océan, on est vraiment en contact avec les éléments, on est vraiment en reliance avec la nature, quoi, et avec sa nature aussi. Et elle me dit, mais en fait, mes envies alimentaires correspondent exactement aux besoins nutritionnels de mon corps. C'est extraordinaire. Laurent, tu me déstabilises parce que je me rends compte à quel point ces derniers temps, je ne suis pas du tout à l'écoute de mon corps, effectivement. C'est-à-dire que même en ayant un podcast qui peut traiter des sujets d'alignement, etc., en fait, je ne m'écoute pas. Et c'est dingue parce que là, ce que tu viens de dire, en fait, mais effectivement, je sais très bien qu'est-ce qui est juste ou pas pour moi à des moments donnés. Et c'est fou. Est-ce que les cordonniers ne sont-ils pas les plus mal chaussés, des fois? Il paraît, oui. Ouais, par contre, le grand atout que tu as, c'est la conscience. Mais oui, mais c'est le premier pas, en fait. On est conscient de quelque chose ou d'une tendance, d'un travers, à ce moment-là, c'est la première étape du changement, en fait, de l'évolution. Tout passe par la conscience. J'ai une question qui est la question de Tata Jacqueline. C'est la question de Tata Jacqueline. Tata Jacqueline, c'est un peu la tata qui a ses propres croyances pour le coup, qui des fois ne s'écoute pas tout le temps et qui est très dans son mental, parce que là, ses raisons, selon elle. Et quand je lui ai dit, du coup, que je te recevais, elle a dit « Ah bah oui, je le connais, j'ai déjà regardé ses livres, je les ai lus quelques-uns, mais bon, moi, à un moment donné, j'ai pas le temps, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai un loyer à payer, j'ai la belle famille qui m'appelle tous les week-ends pour les repas, mais j'ai pas le temps pour moi, et j'ai pas le temps d'aller au bout du monde me retrouver, et j'ai pas le temps non plus de méditer ou quoi que ce soit. Comment je fais, moi, pour trouver la sérénité dans ma vie, alors que c'est les autres qui font que je n'ai pas le temps? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Sur le dernier point, c'est les autres qui font que j'ai pas le temps. Là encore, on revient au thème du roman, c'est important de se réapproprier son pouvoir de décision. Donc même s'il y a des sollicitations extérieures, si les gens nous demandent des choses, c'est important de se dire qu'est-ce que moi je décide par rapport à ces demandes extérieures. Est-ce que je décide de répondre à la demande d'un tel, un tel, ou est-ce que je décide que là j'ai besoin de temps pour moi? Et après, la question, c'est comment gérer cette demande, comment expliquer peut-être à ces personnes que je ne peux pas répondre à leur demande ou que je le ferai plus tard. Mais c'est important de garder à l'esprit qu'on est maître de notre vie, quoi. Donc c'est à chacun de nous de décider, quoi. Et c'est pas acceptable pour moi de se dire ce sont les autres qui pilotent ma vie, ce sont les autres qui font que j'ai pas le temps, quoi. D'accord, ça c'est le premier point. Après, sur le fait d'avoir du temps de se poser pour méditer, lire ou faire autre chose,
Moi, j'ai envie de raconter une petite histoire, parce que j'aime raconter des histoires. C'est une métaphore, c'est une histoire du bûcheron. C'est l'histoire du bûcheron. T'es un promeneur, t'es un promeneur dans la forêt, puis tu croises un bûcheron. Et puis tu te rends compte que ce bûcheron, alors c'est un bûcheron à l'ancienne, hein, il a une hache, hein. Donc il est là, et il tape au pied de son arbre, et puis il sue à grosses gouttes, et puis tu te rends compte d'un truc, c'est que tu réalises assez vite que sa hache n'est pas aiguisée, quoi. Et tu lui dis, mais le pauvre là, il perd toute son énergie parce que sa hache n'est pas aiguisée. Si sa hache était aiguisée, il couperait son arbre 2 fois plus vite, le pauvre vieux, quoi. Ouais. Donc tu lui dis, hé, bûcheron, petit conseil au passant, tu pourrais aiguiser ta hache et tu irais beaucoup plus vite. Et le bûcheron qui est là, à bûcher, il sue à grosses gouttes, et il dit, mais je peux pas, j'ai pas le temps, il faut que je bûche, quoi. Ouais. Ah oui. 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 Il faut que je bûche, je sais pas si le verbe bûcher existe. Non, mais c'est... Voilà, il faut que je coupe mon bois, quoi. En fait, c'est l'injonction qui m'irrite un peu. Cette idée, il faut. Ouais, il faut ceci, il faut cela. Effectivement, comment on peut prendre du temps si on est tout le temps à il faut. Et puis même dans le livre, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé, mais David est aussi très... en fait, il est très accro à un réseau social, Loves Me, où il a un besoin de reconnaissance. Il faut que je poste, il faut que je paraisse sur mon meilleur jour. Et en fait, c'est continuellement qu'on peut avoir des injonctions quelque part qui sont là, où il faut toujours être parfait, il faut toujours travailler plus, il faut toujours, etc. Et c'est effectivement... c'est prendre sa propre responsabilité, en fait, de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans sa vie et où se trouve le plus important. Oui. Et tu vois, je pense que aussi une façon de se libérer de ça, c'est de développer un certain amour de soi. Alors pas un amour égotique en se regardant le nombril en disant oh, qu'est-ce que je suis extraordinaire, c'est pas la question, quoi. Je parle vraiment de l'amour de soi dans le sens apprendre, enfin découvrir si c'est pas encore le cas, à quel point chacun de nous est un être exceptionnel en fait, a de la valeur tout simplement, quoi. Comprendre qu'on a une valeur intrinsèque et en fait qu'on fasse quelque chose ou pas, on a la même valeur. Qu'on réussisse quelque chose ou qu'on l'échoue, on a la même valeur. Moi, ma chance, une fois de plus dans ma vie, c'était de vivre des échecs cuisants très jeunes. Pourquoi ? Parce que, je te le disais tout à l'heure, quand je suis tombé au chômage, quand je me suis fait virer, je l'ai caché, parce que j'avais honte. C'est vrai, mais au bout d'un moment, comme le chômage a duré, j'ai été forcé de cracher ma valna, quoi. Donc je l'ai dit. Et en fait, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que j'ai réalisé que personne ne m'avait quitté, quoi. C'est-à-dire, mes parents m'aimaient toujours, alors que voilà, j'étais en échec total, je foirais tout ce que je faisais, mes amis m'aimaient toujours. En fait, ça n'avait pas changé mes relations. Et ce jour-là, j'ai compris, j'ai eu un insight, j'ai compris que finalement, que je réussisse ou que j'échoue, que je fasse des choses ou que je fasse rien, que je sois un mec au chômage qui se débat et qui réussit rien, ça changeait rien en fait. Donc j'ai compris que les gens ne m'aimaient pas pour ce que je faisais, ils ne m'aimaient pas pour ce que je réussissais. Et donc j'ai découvert que finalement j'avais une valeur intrinsèque. Et ça pour moi c'était une permission énorme dans la vie parce que ça m'a libéré justement de tout impératif de réussite, de succès, même d'action, quoi. C'est peut-être aussi pour ça que je m'autorise, comme je te le disais tout à l'heure, à être parfois absolument pas productif certains jours où je me dis non je suis pas dedans, bon, je fais autre chose, quoi. Parce que j'ai pas cet impératif de production, j'ai pas cet impératif de réussite. Parce que j'ai compris que ma valeur, elle n'était pas là, en fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as une estime de toi, enfin un amour pour toi qui est là. Tu te sens serein par rapport à ça ? Oui, je sais que j'ai une certaine valeur qui est indépendante du succès de mes livres, par exemple, qui est indépendante de l'échec de certains projets que j'ai pu lancer. Donc je suis zen par rapport à ça. Tu vois, avant d'écrire ce livre, par exemple, j'ai travaillé 7 ou 8 mois sur un autre livre. Au bout de 7 ou 8 mois, mais à temps complet, c'est mon métier, hein. Au bout de 7 ou 8 mois, j'ai réalisé que l'histoire sur laquelle je travaillais, en fait, elle tenait pas la route, quoi. Ça allait faire un mauvais roman. Et moi, j'ai pas envie de publier un mauvais roman. Du coup, j'ai tout pris, j'ai mis à la poubelle. Tu me croiras si tu veux, mais ça ne m'a rien fait, quoi. C'est là que je me suis pas dit, mince, quand même, 8 mois de travail pour rien, 8 mois de perdu. Non, je suis zen. Pourquoi ? Parce que je sais que l'échec fait partie de la vie. Et que c'est OK, quoi. Et que ma valeur, elle n'est pas là. C'est pas parce que je me suis planté en travaillant 8 mois pour rien que je suis pas quelqu'un de bien. Et donc, chacun gagne à découvrir que
on a une valeur intrinsèque. Chacun a une valeur intrinsèque qui est indépendante de ce qu'on fait. Et je pense que c'est lorsqu'on est intimement convaincu de notre valeur que justement on s'agite moins, on éprouve moins le besoin d'agir, de produire, d'être reconnu. Parce qu'on sait que de toute façon, même si on est en échec total, ce qui était mon cas avant, on a une valeur, quoi. On n'a rien à prouver dans la vie, quoi. Et ça, vraiment, on gagne à développer ça, quoi. Alors certains peuvent dire, mais pourtant, voilà, on sait bien que, et j'ai écrit un bouquin là-dessus, d'ailleurs, il faut se libérer de l'ego. Oui, mais paradoxalement, il faut d'abord développer un ego sain pour après se libérer de l'ego. D'accord, parce qu'en effet, il ne faut pas passer la vie à se regarder le nombril. Le nombril, on passe à côté de l'existence, parce que l'existence, c'est se connecter aux autres. Se connecter à la vie, se reconnecter à la nature et à soi-même. C'est pas se regarder le nombril. Mais pour se libérer de l'ego, il faut d'abord être convaincu de sa valeur. Donc, il faut apprendre à s'aimer. Et quand on a appris à s'aimer véritablement, en fait, il se passe un phénomène naturel, c'est qu'on s'intéresse moins à sa personne, quoi. Parce qu'en fait, ça ne m'intéresse plus, tout simplement, quoi. Les gens qui sont très égotiques, qui disent moi je, qui se mettent en scène, je pense à certains politiques, etc. C'est les gens qui s'aiment pas, en fait. Sinon, ils n'auraient pas besoin de faire ça, quoi. Quand on a appris à s'aimer, notre personne nous intéresse moins, quoi. C'est naturel, quoi. Et à ce moment-là, il y a moins cet impératif d'agir, de produire. Et donc, c'est beaucoup plus facile à ce moment-là d'être à sa place, de faire ce qui nous semble pertinent, notre âme et conscience, d'être aligné avec ce qui nous anime au fond de nous. Et à ce moment-là, coule la vie. On fait ce qu'on a à faire, on donne le meilleur de soi-même, sans avoir cet impératif de « il faut que je sois reconnu, apprécié ». C'est quoi pour toi la clé, justement, pour s'aimer ? La clé pour s'aimer ? Bonne question, parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur dans la vie. La clé pour s'aimer, c'est peut-être justement échouer suffisamment ou suffisamment intensément ou un certain nombre de fois pour réaliser que justement on nous aime quand même, qu'on perd personne, que tout le monde nous aime. Donc ça, je pense que c'est une clé. Après, on sait, il existe des techniques. Hein, je la cite parce que ça fait un peu gadget. J'aime pas les gadgets de développement personnel, mais en même temps, il a été démontré scientifiquement que ça marchait. Donc, on va quand même le dire aux gens, le dire à tout le monde, à nos auditeurs, quoi. C'est une technique qui consiste à prendre quelques minutes à la fin d'une journée pour penser à 3 choses qu'on a faites dans la journée dont on peut être fier. Pas forcément des choses professionnelles, hein, pas forcément des projets réussis. Ça peut être, j'ai tenu la porte à une vieille dame et je peux être fier de moi, quoi. Ouais. D'accord ? Donc on a tous des choses dont on peut être fier dans la vie à la fin de chaque journée, quoi. Et prendre un petit peu de temps à la fin d'une journée pour trouver ces 3 choses et ressentir la fierté. Voilà, ressentir, je peux être fier de moi parce que j'ai réussi ça aujourd'hui, parce que j'ai fait cela, et je peux être fier de moi, quoi. Je peux être fier de moi parce que je me suis pas mis en colère alors qu'on m'a dit un truc pas cool et qu'il y avait de quoi se mettre en colère. J'ai réussi à garder mon calme, je peux être fier de moi. Oui, ça peut être vraiment plein de choses, n'importe quoi. Hein. Et donc, trouver ces 3 choses et ressentir la fierté. Se dire, ok, je suis fier de moi, c'est bien, je suis content de moi, quoi. Ressentir cette fierté. Et il est prouvé que si on fait ça tous les jours, pendant 90 jours, c'est le temps qu'il faut pour créer des liens neuronaux, de nouveaux liens neuronaux qui soient suffisamment prégnants, quoi. Eh bien, il est prouvé qu'après, on va développer une image positive de soi-même. C'est reconnecter au corps, encore une fois, aux sensations du corps, hein, oui, quelque part. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Qu'est-ce que j'ai osé de plus grand ? Je sais pas, moi, ce que j'ai osé de plus grand... c'est un truc récent, mais publier mon précédent livre, par exemple. Ouais. Le Réveil. Ouais. C'est un livre qui n'avait rien à voir avec ce que je publiais jusque-là. C'est pas du développement personnel, c'est un livre politique et qui parle de la façon dont on a géré le Covid dans notre pays et dans d'autres, quoi. Et quand j'ai remis ce livre, je l'ai écrit parce que j'étais dans un état de colère par rapport à ce qui se passait, quoi. Et quand j'ai remis les manuscrits à mon éditeur, il m'a dit: tu publies ça, t'es mort. Tu vas perdre tous tes lecteurs. Tu peux changer de métier, quoi. Il m'a dit: réfléchis. Bon, ok, j'ai réfléchi. Pas de pression. Voilà. J'ai réfléchi, j'ai pris 15 jours, je crois. Et puis je me suis réveillé un matin et je me suis dit, si je publie pas ce livre, alors qu'au fond de moi, ça me semble important de le publier, si je renonce juste pour des questions d'intérêt, enfin de gérer mon intérêt, quoi, je vais me sentir lâche toute ma vie, quoi. Donc j'ai appelé mon éditeur et je lui ai dit: on le publie. Et j'ai dit à ma femme: écoute, je vais peut-être devoir changer de métier parce qu'apparemment on me dit que tout va s'arrêter pour moi. Donc,
je vais me faire lyncher, etc. Donc, ok, je vais peut-être changer de métier, et c'est pas grave. Moi, j'ai exercé 4 métiers dans ma vie, donc je sais que je peux changer de métier, et ça me pose pas de problème. Et puis, ce sera peut-être mon chemin, quoi. Voilà, il faut peut-être en passer par là. Donc, j'ai dit à mon éditeur, on publie. Ça n'a pas été le tsunami annoncé, quoi. Il y a eu quelques secousses, je me suis tapé un contrôle fiscal. Ça, on m'avait prévenu, d'ailleurs. Mais voilà, je suis toujours vivant. Pour l'instant, j'exerce toujours ce métier. On verra si ça peut continuer. Mais en tout cas, il n'y a pas eu le torrent d'insultes auxquelles on m'avait préparé. Il y a eu un certain nombre de mécontents qui sont exprimés, et c'est leur droit d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est un... On revient au thème principal, et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'interview où on revient au fait de décider. Encore une fois, c'est que tu as décidé de faire quelque chose. C'est quelque chose qui est très bien dit d'ailleurs au début du livre. C'est Ève, elle dit beaucoup de choses très intéressantes quand on regarde un petit peu. Vivre, c'est décider. Chaque moment de la vie d'un être humain est indissociable d'une décision. À chaque instant, je décide où je pose mon regard, je décide où je porte mon attention, je décide ce à quoi je pense, je décide ce que je dis, je décide ce que je fais. Abandonner son pouvoir de décision, c'est renoncer à assumer sa vie, renoncer à être humain. Et toi, quelque part, même quand tu fais ce genre de décision, tu décides en tout cas de faire qu'est-ce qui te semble juste. Qu'est-ce qui est toi, Oui, alors tu fais bien d'employer ce terme, juste, parce qu'en fait, moi, c'est un peu un leitmotiv dans ma vie depuis quelques années. C'est chercher, et je dis pas que j'y parviens toujours, hein, honnêtement, mais chercher l'acte juste, en fait, la parole juste. Et donc, dans telle ou telle circonstance, quand il y a une décision à prendre, je me dis, qu'est-ce qui est juste dans ce contexte, quoi. Et c'est vraiment un critère pour moi qui est de plus en plus important. Qu'est-ce qui est juste ? Et je me rends compte que là, on termine cette interview sans que je t'ai dit ma phrase où souvent je peux la citer en conférence ou dans le podcast ou peu importe. Et c'est une phrase que j'habite et que j'aimerais me faire tatouer tant elle me parle. C'est ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Et c'est quelque chose qui me parle énormément parce que je me rends compte que si on ne décide pas, on est dans l'immobilisme et on est passif dans sa vie. Ça reprend un peu à ce que disait Ève d'ailleurs quelque part, où décider c'est vivre. Et j'adore cette phrase. Moi aussi, beaucoup. J'ai du mal à l'appliquer aussi fluidement que je voudrais, mais en tout cas c'est une sorte de mantra, tu vois. Ah, bah c'est excellent. Tu vois, de me dire, allez, décide, ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. C'est super, bravo. Ce fut pour moi un véritable plaisir de faire cette interview. Tout à fait partagé. Cet échange, d'ailleurs, plutôt. Ton livre, Un monde presque parfait, franchement, pour ceux qui ont YouTube, je le conseille plus que... il m'a parlé... En fait, tu parles tellement du monde dans lequel on vit, dans le monde dans lequel on va, que justement le fait de se le voir raconter dans une histoire où on peut se projeter dans tel ou tel personnage, est-ce qu'on est plus David, est-ce qu'on est plus Ève, ou bah, les autres aussi, mais on va dire que ces deux-là, on peut s'y retrouver vraiment beaucoup. Bah, c'est aussi prendre du recul sur soi, et je te remercie de faire des livres qui sortent des livres classiques de développement personnel et qui aident tout simplement à rentrer dans une autre vie et à se regarder autrement, à dézoomer sur nous. Donc je te remercie pour ça, parce que c'est des livres qui font du bien, et le dernier, j'ai adoré. Merci beaucoup, Nico. Pour te retrouver, parce que du coup, c'est pas forcément sûr. Si quelqu'un... te retrouver, c'est en librairie, en fait, et lire tes livres. Je crois que c'est la meilleure façon. On va pas t'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Tu le lis pas plus que ça, j'imagine. Je jette un coup d'œil de temps en temps sur ma page Facebook, mais pas souvent. Pour, du coup, te retrouver, c'est en librairie, Laurent Gounel, Un monde presque parfait, et peut-être dans des dédicaces aussi. Oui, tout à fait. J'adore aller à la rencontre des lecteurs. En effet, régulièrement, je participe à des séances de dédicaces. Histoire de te rencontrer en vrai et de connecter avec ce véritable sourire que tu as, qui est communicant et si agréable. Bonne journée, Nico. À très bientôt. À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était un réel plaisir d'avoir échangé avec Laurent Gounelle et j'espère sincèrement que le plaisir que j'ai pu avoir, t'as pu le ressentir et que ça t'a fait écho, que cet épisode a pu te faire écho. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. C'est vraiment pour moi, j'adore avoir vos retours, clairement. Et t'as pu le constater, pour moi, cette thématique autour de la prise de décision, c'est quelque chose qui me parle tellement. Je vois tellement à quel point, quand on met la décision au cœur de sa vie, en fait on avance, on évite de stagner en fait, et on fait face à ses peurs, c'est aussi ça qui est là, tout en acceptant l'échec, parce que oui, l'échec fait partie de la vie, et c'était hyper intéressant d'avoir le retour de Laurent également sur cette partie-là. Tu sais, je veux aussi te partager quelque chose. Moi, Laurent, c'est quelqu'un que je lisais auparavant, et donc pour moi, c'est un réel plaisir, un réel honneur que j'ai pu l'avoir pendant 1 heure et lui poser mes questions et te les partager dans ce podcast qui est entièrement gratuit. Et donc, forcément, il y a un soutien que tu peux faire si tu souhaites soutenir ce podcast, c'est laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire également de partager à des amis si tu penses que l'épisode peut faire écho à quelqu'un d'autre, ou si le podcast peut faire écho à quelqu'un d'autre. Et sur Osez by Nico l'Instagram, tu peux partager les vidéos pépites, comme je dis, de l'interview. C'est ce qui aide à faire connaître ce podcast et à faire grandir cette communauté. Cette communauté, c'est vous. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter tous ces épisodes. Je suis tellement content et rempli de gratitude quelque part de voir à quel point ça évolue de cette manière-là. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Salut!